Notre planète possède un champ électromagnétique naturel. À l'intérieur de notre organisme, nos cellules communiquent entre elles par ondes électromagnétiques. Four micro-ondes, téléphone portable, radar, radio, antennes, ces derniers temps, notre exposition aux champs électromagnétiques fabriqués s'est accrue de façon exponentielle. Le règne végétal, les animaux et l'homme sont donc quotidiennement soumis à ces rayonnements. Mais quelles peuvent en être les conséquences sur notre santé? Mystère, car trop d'intérêts sont en jeu pour étudier sérieusement ce dossier épineux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit détour par la case départ s'impose afin de faire le point sur différentes notions de physique. Un champ électrique, il est créé par une charge électrique. Si vous prenez une charge électrique fixe, par exemple un électron que vous mettez en un endroit de l'espace, eh bien dans son environnement, il va créer un champ électrique. S'il est fixe. Si vous prenez cette charge et que vous la déplacez, c'est-à-dire vous créez un courant, vous allez créer un deuxième champ, que l'on identifie comme cela, qui est donc un champ magnétique, qui associé au précédent va donner un champ électromagnétique. Et donc les ondes électromagnétiques, c'est l'existence concomitante d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui sont créés par une source variable. Donc cette onde est une grandeur variable du temps et de l'espace. Donc c'est quelque chose qui se propage. Ce qui est important pour les télécommunications, c'est que ces ondes se propagent dans le vide et à l'air ambiant, hein, qui, en termes de propriétés électromagnétiques, est assez voisin de celle du vide. Si c'est pulsé, on envoie de l'énergie sous forme de pulses très intenses, qui permettent effectivement d'atteindre des énergies instantanées très importantes. Notre cerveau aussi a une activité électrique. Il émet des fréquences comprises entre 8 et 45 Hz environ. Les ondes bêta correspondent aux fréquences supérieures à 12 Hz et apparaissent en période d'activité intense, de concentration ou d'anxiété. Les ondes alpha, elles, sont comprises entre 8,5 et 12 Hz. Elles caractérisent un état de conscience apaisé et sont principalement émises lorsque nous dormons. Partant du principe que notre phase de repos permet notre régénération, un architecte allemand, le professeur Schneider, a étudié il y a déjà 40 ans la relation entre le lieu d'habitation d'un individu et son bien-être. Ce concept s'appelle la baobiologie. De là sont nées différentes techniques pour mesurer les champs basse fréquence, les ondes, les rayonnements, les substances chimiques et même bactériologiques qui peuvent se trouver dans notre habitat et principalement dans notre chambre. Même si elle dort bien la nuit, Mademoiselle Gunduz est souvent fatiguée. Philippe Schulz va faire chez elle une expertise environnementale selon les standards allemands de la baobiologie. En termes de mesure, on va commencer, je vais vous demander de bien vouloir vous allonger sur votre lit et on va vérifier ensemble quelle est la quantité de courant qui circule à travers votre corps. Voilà, je vais vous confier cet appareil, vous allez le poser simplement sur le ventre. Et là, on peut déjà faire une première constatation. Vous êtes à 3170 millivolts de tension corporelle. Sachant qu'une personne électro-hypersensible réagira parfois à des valeurs inférieures à 100 millivolts. Donc là, nous sommes à des valeurs que je considère comme fortes, voire extrêmes. À présent, je vais passer sur le tableau électrique et on va déjà couper le courant électrique et voir ce qui se passe dans pareil cas. Voilà, c'est fait. On affiche toujours encore 3000 millivolts, c'est-à-dire le fait d'avoir coupé l'électricité, le compteur, l'alimentation générale électrique, ça n'a pas changé grand-chose. En fait, il y a de fortes probabilités pour que mademoiselle dorme, en fait, ici, sur le câble, à la verticale du câble, du plafonnier de l'appartement du dessous, ce qui doit générer les champs. Je vais le vérifier de suite. Le courant est toujours encore coupé. On a une réduction des valeurs. On a déjà une indication, on a une réduction des valeurs quand on monte vers le plafond. Et lorsque l'on oriente à présent la sonde en direction
du matelas, on s'aperçoit que les valeurs augmentent beaucoup. Donc en fait, la source première électrique se trouve bien à l'endroit que je supposais, c'est-à-dire c'est de l'électricité qui est véhiculée par un câble qui se trouve juste à la verticale de votre lit. Et pendant la nuit, cette tension électrique présente dans le câble, eh bien, au travers de l'eau que vous avez dans le corps, vous la tirez et vous la conservez. Dans le cas présent, c'est une situation qui est peu fréquente. Généralement, les champs sont générés par les prises de courant latérales, par les lumières au plafond, par les parois elles-mêmes. Là, on a la source principale qui provient du dessous. Donc, on va poursuivre à présent par des mesures d'ondes électromagnétiques. Jusqu'à présent, nous avons mesuré des champs liés au courant, qui est de 50 Hz en France. À présent, on va quitter cette transmission d'énergie par le fil pour aller dans la transmission d'informations à travers l'air. Et ce que l'on va mesurer à présent, ce sont les antennes de téléphonie mobile GSM 900 pour la première, autrement dit une longueur d'onde de 900 millions d'oscillations à la seconde. On va regarder ce qui arrive ici dans la pièce. Spectrale. Le son que l'on entend là, ça, c'est un émetteur bien particulier. Il s'agit d'une antenne de téléphonie mobile. Là, vous avez une antenne qui est située, je pense, à quelques centaines de mètres de distance. Elle n'est pas proche d'ici, elle est à plus de 500 mètres, d'après les pics qui sont affichés ici. Ce ne sont pas des valeurs qui devraient vous poser problème. Par contre, à présent, j'aimerais faire une comparaison avec votre propre téléphone portable. Passer un appel et on va regarder ce qui se passe. Vous voyez, instantanément, ici la diode nous indique qu'on est à très forte intensité. Je vais réduire le son. Et si vous observez bien ce qui se passe ici, le pic de votre téléphone, lui, est très fort. On est à plusieurs milliers de microwatts. Avant, je vous disais que l'antenne produit moins de 2 microwatts, ce qui est biologiquement supportable. Là, nous sommes à plusieurs milliers de microwatts. 1000 microwatts est le seuil qui a été testé sur des rats. À partir de 1000 microwatts, la barrière hémato-encéphalique s'ouvre pour une exposition d'une durée de plus d'un quart d'heure. Autrement dit, votre téléphone portable, vis-à-vis des antennes de téléphonie mobile, les antennes de téléphonie mobile ne représentent pas un risque majeur dans votre chambre à coucher. Par contre, l'utilisation intense de votre téléphone portable, lui, pourrait, je le pense, poser un problème, vous poser des problèmes de santé à l'avenir. Qu'est-ce que c'est? À présent, on va mesurer des fréquences plus importantes que celles de votre téléphone portable et de l'antenne de téléphonie mobile. On va passer à la téléphonie numérique domestique, autrement dit, au téléphone sans fil présent dans notre environnement. Et comme vous pouvez le voir, on a également tout de suite un pic ici qui apparaît, qui est relativement fort, qui nous indique la présence déjà de 3 voire 4 téléphones numériques dans un environnement relativement proche. Alors on va filtrer. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur? Il y a une cuisine. Toujours au niveau de votre appartement. Il y a beaucoup de réflexions. La question étant de trouver... Voilà. Donc à la verticale ici, le voisin du dessous, à peu près à l'endroit où nous nous situons, si vous allez le voir, il a
un téléphone sans fil, numérique, au standard s'appelle DECT, et c'est un téléphone, beaucoup de gens l'ignorent, c'est un émetteur d'ondes électromagnétiques pulsées permanentes. Et ça, c'est un problème. C'est un problème dans le sens où, biologiquement, vous dormez, on a déjà vu qu'il y a un problème électrique, mais en plus, vous allez cumuler un autre problème qui, cette fois-ci, est de nature électromagnétique. C'est-à-dire, ce que votre voisin ignore sans doute, c'est que son téléphone, quand il a terminé de téléphoner, c'est pas pour autant que le téléphone va s'arrêter d'émettre. Il émet 24 heures sur 24. Le cas de Mademoiselle Gunduz n'est pas un cas isolé. De plus en plus de personnes se plaignent de fatigue, maux de tête ou perte de mémoire. Pour en savoir plus, je me suis rendue chez Wolf Bergmann, un médecin généraliste et homéopathe allemand. Il est l'une des 22 personnes à l'origine de l'appel de Fribourg. Cette pétition allemande a été lancée en 2002 afin d'avertir l'opinion publique et le gouvernement des constatations médicales faites sur des patients en comparant deux périodes, la période pré-numérique et la nôtre. Sur Terre, tout est électromagnétique. L'électromagnétisme fait partie du fonctionnement de la planète. Mais seulement, depuis quelques décennies, nous avons modifié cela. Nous avons rajouté à cet électromagnétisme naturel un électromagnétisme artificiel. En fait, nous bombardons notre planète de champs électromagnétiques artificiels. Pour maintenir la vie, nous sommes composés de cellules. Et nos cellules communiquent entre elles en permanence. Chaque cellule, nous en avons entre 50 milliards et 100 milliards. Chacune de ces cellules communique avec celle qui est à côté d'elle, à la vitesse de la lumière. Chaque cellule est à la fois émettrice et réceptrice. Les fonctions de transmission électromagnétique corporelle sont des fonctions biologiques. Elles sont des fonctions bien précises entre les différents organes d'un être humain. Et la particularité de la téléphonie mobile, c'est que la téléphonie mobile se situe dans ses fréquences biologiques. Et ces fréquences biologiques peuvent être perçues par un corps comme des fréquences parasites. Nous sommes tous électrosensibles, mais la majorité d'entre nous n'en a pas conscience. Et le niveau d'électrosensibilité varie en fonction de ces individus. Nous réagissons tous différemment. Par exemple, chez certaines personnes, les globules rouges vont par phénomène de résonance se coller les uns aux autres pour former une espèce de collier. En fait, il y a des réactions biologiques chez chacun, mais l'intensité dépendra de chaque individu et aussi de son exposition. Le nombre de personnes présentant des syndromes d'intolérance aux ondes électromagnétiques est en constante augmentation. Le problème, c'est que ça va toucher de plus en plus de gens. Dans certaines rues, il y a des gens qui tombent malades. Il y a des rues dites à cancer où plusieurs générations sont touchées en même temps. 40 000 personnes, dont 2 000 médecins, ont signé l'appel de Fribourg. Mais ni le gouvernement, ni les opérateurs ne semblent prendre les choses au sérieux. Pourtant, de plus en plus de personnes souffrent et sont victimes de syndromes d'intolérance aux champs électromagnétiques. C'est le cas de Clara van de Schenden, qui vit en Suisse, à Bâle. Elle a eu la gentillesse de bien vouloir témoigner en français. Madame van de Schenden a consulté plusieurs médecins et même psychiatres. Personne n'était en mesure d'expliquer la source de ces troubles ni de lui porter secours. Une seule piste. Ces troubles apparaissaient toujours à certaines heures de la journée. Après de nombreuses recherches, elle s'est aperçue qu'ils concordaient avec les horaires de pic d'appel de la téléphonie mobile. Je dois m'adapter au rythme téléphonique des autres. Je ne peux pas prendre le transport public pendant les heures de pointe, puisqu'il y a trop de monde qui utilise le téléphone mobile ou bien le garde sur eux en mode stand-by. Et ça provoque des troubles énormes, de sorte que je dois sortir des bus, des trams et marcher. Ou attendre les heures
moins fréquenté. Le premier signe, c'est un changement du rythme respiratoire. Et ça déclenche en principe tous les autres troubles qui vont quelquefois des crampes dans les mains, dans les pieds, tremblements, une sensation de nervosité qui n'a aucune raison apparente, et puis à la fin ça déclenche, si je ne quitte pas l'appartement, une augmentation du rythme cardiaque, et très souvent par une brusque augmentation de la pression artérielle. En collaboration avec mon médecin, qui ne peut rien pour moi, et je n'ai pas une maladie, je réagis à une influence. On a conclu que la seule façon de me sauver, la santé et la vie finalement, c'est de chercher un mode pour me protéger. De créer une espèce de cage faradéique. Quelquefois, ça m'enrage, puisque j'ai le bonheur d'avoir une excellente santé qui va se briser maintenant, et la patience que tôt ou tard les autorités comprennent que cette technologie rend malade tôt ou tard les gens. Ce n'est qu'une question de la durée d'exposition et intensité. Chez Clara, c'est Philippe Schulz qui a préconisé les mesures à prendre afin de limiter les rayonnements électromagnétiques. Les travaux sont en cours. La révision du circuit électrique a été faite. Une peinture spéciale a été appliquée sur les murs, plafonds et sols. Composée à 40% de particules d'argent, cette peinture réfléchit les ondes de la téléphonie mobile provenant de l'extérieur, les empêchant ainsi de pénétrer dans l'appartement. Des moustiquaires à base de filaments d'aluminium viendront ensuite protéger les fenêtres. Afin de limiter les rayonnements électromagnétiques, bien des mesures existent. Tout d'abord, la mise à la terre de l'installation électrique est incontournable. Il est également recommandé d'utiliser des gaines électriques blindées. L'installation d'un interrupteur automatique pour permettre de couper l'électricité de la chambre pendant la nuit est également conseillée. Ensuite, mieux vaut éviter les téléphones fixes numériques sans fil au standard DECT. Mieux vaut se passer du Wi-Fi et connecter son ordinateur à Internet via un raccordement par câble. Évidemment, si l'on peut s'en passer, mieux vaut ne pas utiliser de téléphone portable ou limiter la durée de nos appels. C'est donc toi. Nous sommes tous électrosensibles, mais chacun de nous réagit différemment. Si des aménagements permettent à certaines personnes électro-hypersensibles de vivre en ville, pour d'autres, malheureusement, ça n'est plus possible. C'est le cas d'Ulrich Weiner. Ironie du sort, Ulrich a toujours été attiré par les relations humaines et plus précisément par le monde de la communication. À 14 ans, son diplôme de radio-amateur lui permet de dialoguer avec la planète entière. À 15 ans, il équipe des grosses berlines allemandes des premiers téléphones embarqués. À 16 ans, il suit une formation en électronique adaptée aux moyens de communication et à 20 ans, il crée sa propre entreprise. Souvent en déplacement, il possède plusieurs téléphones portables, fax et connexion Internet. C'est à cette époque que ses premiers problèmes de santé surviennent. Très vite, il fait le rapprochement entre des temps d'exposition prolongés sur son téléphone portable et des troubles de mémoire. Malgré son poste de dirigeant d'entreprise, il décide d'abandonner son téléphone portable et réorganise donc le fonctionnement interne de sa société. Cela suffira-t-il ? Après que j'ai décidé de laisser le téléphone portable, l'ai mis de côté, ça allait bien, ok. J'ai réorganisé la société pour ne plus en avoir besoin.
J'ai formé les employés pour qu'ils puissent traiter les demandes des clients. Ça allait très bien. J'avais un bon secrétaire qui savait très bien gérer ça. Et quand il y avait une chose plus importante, j'avais un beeper, ce petit appareil. On pouvait me biper et je rappelais de ma chambre d'hôtel, de chez le client ou d'une cabine téléphonique. Il n'y avait pas de problème et presque toute la communication passait par la nouvelle technologie, Internet, email. Et tout s'est aggravé en fait à partir de 2001. J'étais à l'aéroport de Francfort, je revenais d'un voyage, j'étais en train de retirer mes bagages et d'un coup j'ai eu des troubles de la vue, je voyais mal, puis plus du tout, j'ai eu des troubles d'élocution, du rythme cardiaque et là je me suis pratiquement évanoui. Et bien sûr j'ai fini à l'hôpital. Évidemment, pour moi, à ce moment, c'est tout un monde qui s'est écroulé. J'ai toujours cru qu'en Allemagne, tout ce qui était autorisé était inoffensif. Tout ce qui est commercialisé devrait effectivement être inoffensif. Mais dans les faits, c'est loin d'être le cas. Le ministère de la Santé n'a pas voulu s'exprimer de vive voix sur ce sujet. Je vous appelle parce qu'il y a quelque temps, je vous avais fait une demande d'interview en fait au sujet des ondes électromagnétiques. Oui. Vous m'aviez dit que c'était pas possible de nous accorder une interview. On avait reçu une réponse par mail. Oui, tout à fait. Voilà, je voulais savoir si éventuellement ça avait changé. Non, mais il y a personne. En fait, pour répondre aux interviews, non, mais on peut vous donner toutes les informations que vous voulez. Mais c'est vrai qu'il n'y a personne pour répondre qui est disponible. Voici un extrait de la réponse du bureau Environnement extérieur et produits chimiques. S'agissant spécifiquement des téléphones mobiles, les études scientifiques ne permettent pas à ce jour d'écarter l'hypothèse d'un risque pour la santé, ce qui justifie que le ministère de la Santé demande l'application du principe de précaution. Les autorités sanitaires recommandent donc une attitude d'évitement prudent dans l'utilisation des téléphones portables. Étrange réponse, puisque dans les faits, rien n'est mis en œuvre pour que le principe de précaution soit respecté. Si le gouvernement ne fait rien, la justice, elle, semble prendre les devants. Le 4 février 2009, la Cour d'appel de Versailles a condamné l'opérateur Bouygues Telecom à démonter une antenne relais située à Tassin-la-Demi-Lune dans le Rhône. Nous nous sommes rendus chez Maître Forger, avocat des plaignants. Dans l'affaire de Tassin-la-Demi-Lune qui a amené donc au démontage de l'antenne relais de Bouygues Telecom, ce qui s'est passé, c'est rien d'extraordinaire, si je puis dire. C'est une affaire absolument lambda où des gens avaient une antenne relais au bout de leur jardin et ils ont décidé de se mobiliser. Alors ils se sont mobilisés très tôt, dès le projet d'implantation. Ça n'a amené à aucun déplacement de cette antenne. Ils ont décidé de saisir la justice. Et dans le cadre de l'action en justice que nous avons menée, le tribunal de grande instance de Nanterre en première instance, puis la Cour d'appel de Versailles, se sont prononcés pour le démontage de cette antenne. Alors, au nom du trouble anormal du voisinage, mais ce qui sous-tend dans cette affaire, et ce dont la Cour s'est véritablement saisie, à mon sens, c'est du principe de précaution. C'est de dire, tant qu'on ne sait pas, tant qu'il y a une controverse scientifique qui doit être identifiée par la Cour, au vu des pièces apportées par les avocats, tant qu'il y a une controverse scientifique, nous ne sommes pas sûrs des effets des antennes relais, eh bien, vous n'en mettez pas près des gens. Le 16 février, à Carpentras, dans le Vaucluse, c'est SFR qui est condamné à démonter une antenne relais en raison de sa nuisance esthétique et de l'incertitude de son impact sanitaire. Il n'existe manifestement pas de consensus sur cette question sensible et délicate de santé publique, note également le tribunal de Carpentras. Dès lors, il existe un questionnement tout à fait sérieux portant sur le danger potentiel présenté par ce type d'installation. Mais revenons sur l'affaire de Tassin-la-Demi-Lune. Bouygues Telecom n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. L'opérateur exécute les décisions de justice et enlèvera l'antenne relais dans les délais requis. Voyons ce qu'en pense Maître Descartes, leur avocat. Je défends des gens qui exercent un métier avec une activité réglementée. Donc là, je n'ai pas de commentaire à faire. Encore une fois, contrairement à ce que certains pensent, la Cour d'appel de Versailles ne vous dit pas que c'est dangereux. Mais j'ai aussi entendu parler du communiqué de l'Académie de médecine d'hier, qui me semble très clair. Et qui dit qu'il n'y a pas de risque pour les populations vivantes à proximité des stations de base, des stations relais. L'Académie de médecine a effectivement publié un communiqué soulignant l'absence de risque démontré des antennes relais.
L'auteur de ce communiqué n'est autre que le professeur André Orango, figure éminente du conseil scientifique de Bouygues Telecom. Pour en savoir plus sur les risques sanitaires liés aux ondes électromagnétiques, nous nous sommes rendus chez Dominique Bellepomme. Professeur de cancérologie à l'université Paris-Descartes, il exerce à l'hôpital Georges Pompidou. Il est également président de l'Association pour la recherche anticancéreuse, ARTAC. Si beaucoup de gens sont sceptiques aujourd'hui, soi-disant parce que rien ne prouve les effets des ondes électromagnétiques sur le vivant, lui n'est pas du tout de cet avis. Il a travaillé avec le professeur Lennart Hardel, qui a démontré que les champs électromagnétiques à basse fréquence générés par les lignes à haute tension peuvent induire des leucémies chez l'enfant. De plus, son étude montre qu'une utilisation du téléphone portable d'1 heure par jour pendant 10 ans augmente fortement les risques de cancer du cerveau. Aujourd'hui, il étudie le syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. L'action des champs électromagnétiques sur les cellules a été bien étudiée, est toujours bien étudiée, notamment in vitro, c'est-à-dire dans des tubes à essai. Et on sait maintenant que ces champs électromagnétiques, même lorsqu'ils sont à faible énergie, peuvent modifier les problèmes d'information au sein des cellules et donc occasionner des dégâts cellulaires majeurs. Ces dégâts cellulaires relèvent de ce qu'on appelle l'épigénèse, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la destruction de l'acide de vie qui se trouve dans chacune de nos cellules, qu'on appelle l'acide désoxyribonucléique, l'ADN, mais des modifications des protéines qui entourent cet ADN, et ce qui fait que la cellule finit par mal fonctionner, éventuellement même, elle peut devenir cancéreuse. Ceci est démontré dans certains systèmes in vitro. Depuis sa première syncope, la vie d'Ulrich Weiner a progressivement basculé. N'arrivant pas à récupérer ni à l'hôpital ni chez lui, il s'est acheté une caravane pour dormir en forêt, seul endroit où il pouvait vraiment se régénérer. De jour, il allait travailler en ville et le soir, il repartait dans les bois. J'avais remarqué à l'époque déjà que quand je dormais bien la nuit, que je pouvais travailler le jour. Et j'ai toujours trouvé les endroits avec ma caravane, les endroits sans réseau. Et à l'époque, il y en avait encore beaucoup. Mais là, quand il y a eu la troisième génération de portables, avec la transmission d'images, ça n'allait plus. Ça n'allait plus, je tombais constamment en syncope, j'avais des malaises. La visite de la clientèle devenait de plus en plus difficile et je me retirais de plus en plus dans les forêts. Mais à un moment donné, la baisse de force, de capacité était telle qu'à partir de 2004, j'ai été déclaré inapte au travail et l'assurance qui devait prendre en charge cette inaptitude-là disait que ça relevait de la caisse maladie et vice-versa. Et depuis 2004, mars 2004, personne ne paye. Aujourd'hui, Ulrich doit s'exiler et apprendre à redevenir nomade. Fuir le danger avant qu'il ne le rattrape est une question de survie. Pas évident, dans un pays où le réseau de téléphonie mobile couvre 99% du territoire. Il s'organise donc au mieux afin de subvenir à ses besoins de façon autonome. Règle numéro 1, la caravane est toujours à proximité d'une source qui l'alimente en eau. Ensuite, il a installé des panneaux solaires sur son toit et possède même une mini-centrale hydraulique. La seule chose qui lui manque, une ligne téléphonique fixe afin d'être raccordé au reste du monde. Pour sensibiliser l'opinion, Ulrich anime beaucoup de conférences. Mais les enjeux économiques sont tels que les industriels et les gouvernements préfèrent ne pas prendre le problème au sérieux. Face à cette incompréhension et ce vide juridique, les personnes électro-hypersensibles sont d'autant plus vulnérables. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez des risques liés aux ondes électromagnétiques ? Alors écoutez, là je dirais que je n'ai pas de commentaire à faire en particulier. J'ai habité pendant très longtemps à côté d'une station relais, je vais très bien. Donc ça, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Voilà. Mais vous savez bien que nous sommes tous électrosensibles et que chacun de nous réagit différemment. Alors là, je ne sais pas ce que vous entendez par « nous sommes tous électrosensibles », je ne vois pas ce que vous voulez dire. Que les gens réagissent différemment,
peut-être. Avec la nouvelle génération de téléphonie mobile et le Wi-Fi, aujourd'hui, des personnes sont victimes de syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. Là, je dirais, j'ai pas de commentaire à faire. Il y a des gens simplement qui vous disent qu'ils sont comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont forcément raison? Mais médicalement, c'est prouvé maintenant. Non, ça n'est pas prouvé, madame. Il y a une confusion énorme. On mélange deux aspects du problème de santé publique qui est posé et du problème médical qui est posé. Il y a d'abord ce que nous avons décrit sous le terme de syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques, qui est le rassemblement de symptômes chez des malades qui ne tolèrent pas bien les champs électromagnétiques et qui ont des problèmes de santé majeurs. Alors au début, ça se traduit par des maux de tête, des troubles neurologiques au niveau de la sensibilité superficielle et profonde, des troubles de l'attention et de la coordination et de la concentration. Et puis, deuxième phase, qu'on appelle une phase d'état, survient, qui associe une triade symptomatique qui est constituée d'insomnie. Les malades n'arrivent plus à bien dormir, donc ils sont fatigués. Donc insomnie, fatigue et dépression. Et donc, si vous voulez, c'est cet ensemble de symptômes-là qu'on appelle syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. Ceci est un fait clinique, d'observation clinique, avec une signature radiologique et biologique que nous avons pu déterminer. Autrement dit, ce ne sont pas des malades qui se plaignent uniquement de symptômes fonctionnels, ce sont de vrais malades pour lesquels nous avons maintenant un test diagnostique qui nous permet de dire que ce sont de vrais malades avec des lésions somatiques. Pourquoi certains individus présentent ce syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques et pourquoi d'autres ne le présentent pas ou le présentent de façon mineure? Il est évident que les malades qui ont des endoprothèses métalliques, c'est-à-dire qui ont par exemple un stimulateur cardiaque qui permet à leur cœur de bien fonctionner, ou qui portent des lunettes avec des montures métalliques, ou qui ont des amalgames dentaires, eh bien ces sujets-là ont des antennes au sein de leur organisme qui font qu'ils sont plus sensibles que d'autres aux champs électromagnétiques. Et c'est ce qu'on appelle l'électro-hypersensibilité. Mais pour ce qui est de la piste génétique, on sait maintenant qu'un certain nombre d'individus ont un plus ou moins grand nombre de magnétosomes. Ce sont des cristaux de magnétite, c'est-à-dire à base de fer, qui se trouvent dans notre cerveau. Ces magnétosomes sont de véritables aimants. Il est évident que lorsqu'on en a un grand nombre, on va être sujet à faire des symptômes qui constituent le syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. Les nuisances sanitaires aux champs électromagnétiques concernent environ 1 à 10% des citoyens dans les différents États membres de l'Union européenne pour lesquels nous avons des statistiques, peut-être même plus dans certains États avec un certain nombre d'augmentations. De plus en plus de personnes se plaignent de troubles liés aux ondes électromagnétiques. Consciente de ce problème, en France, l'association Les Robins des Toits s'organise afin d'apporter un soutien aux personnes électro-hypersensibles. Nous avons organisé, il y a environ un an, un secteur EHS. Donc, il y a quelques personnes de l'association qui ne s'occupent que de ça. On leur donne des informations. C'est la première chose qu'on fait, les vraies informations, en général et sur tout ce qui les concerne eux, y compris les informations scientifiques, les informations administratives. On leur donne un panorama réel de la situation. Et puis on leur porte assistance sous les formes sous lesquelles c'est possible. C'est-à-dire on les extrait d'être victimes de la pub. Parce que le marché de la protection est florissant, mais une grande partie de ce qu'on vend, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il n'y a qu'une seule chose qui est claire et nette, ce sont les résultats expérimentaux. Donc eux, qui sont dans des situations très pénibles, et qui ont trouvé différents dispositifs de protection, eh bien, ils échangent les infos entre eux. La France est une fois de plus la lanterne rouge en matière de santé publique au sein de l'Union européenne. Il est clair que nous devons faire des efforts dans ce domaine, non seulement au sein du diagnostic, car le corps médical de notre pays n'est pas encore formé à la reconnaissance au diagnostic de ce syndrome. Je m'y emploie et il est clair que nos résultats vont être publiés très prochainement. Et de toute façon, chaque médecin généraliste qui n'a pas compris ce que présentaient les malades qui étaient venus les voir en consultation va recevoir un document de la part de l'ARTAC,
l'Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, qui va donc leur permettre de faire ce diagnostic. Et puis, bien sûr, il faut une structure de recherche en épidémiologie qui n'existe pas dans ce domaine, et bien sûr, si vous voulez, des recherches fondamentales qui ont malheureusement été écartées des priorités, tout simplement parce que nous avons dans notre société, nos pouvoirs publics ne veulent pas voir la vérité en face. Et là, en matière de champ électromagnétique, il est évident que les intérêts économiques passent avant les intérêts sanitaires. Et moi, je suis un médecin, j'interviens au nom du serment d'Hippocrate. Il est évident que c'est une situation intolérable pour un médecin qui a signé le serment d'Hippocrate. Car le problème est bien là. Puisque les intérêts économiques sont trop importants, les risques liés à l'exposition aux ondes électromagnétiques sont passés sous silence. Les personnes présentant des troubles sont parfois dirigées vers des centres psychiatriques où elles n'ont rien à y faire. Or, le nombre de personnes affectées ne cesse d'augmenter. Fort de ce constat, les Robins des Toits jugent urgent de prendre certaines mesures. La première de toutes les dispositions concerne les intensités d'émission. Il y a un terme administratif et technique qui s'appelle un seuil maximal d'exposition du public, c'est-à-dire une intensité de champ électromagnétique qui ne doit pas être dépassée dans l'endroit où des gens stationnent. C'est-à-dire l'habitat, les scolaires, les sanitaires, tout ce qui est professionnel, partout où des gens sont pendant un certain temps. On demande qu'il y ait un seuil d'exposition maximal et qu'il soit fixé un chiffre qui est celui établi par les scientifiques internationaux indépendants comme étant le seuil de sécurité sanitaire, c'est-à-dire 0,6 voltmètres. Ce que nous demandons, c'est que des dispositions qui sont actuellement en développement et qui sont catastrophiques sur le plan sanitaire, c'est-à-dire des réseaux extérieurs Wi-Fi et WiMAX, soient instantanément supprimés. On demande que pour la troisième catégorie de la téléphonie mobile, qui s'appelle UMTS ou 3G, c'est-à-dire celle où il y a des images qui bougent et de l'Internet, qu'on applique un moratoire jusqu'à ce que des études scientifiques réelles aient été effectuées, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. On demande que la perturbation de santé qui s'appelle EHS, c'est-à-dire électro-hypersensibilité, fasse l'objet d'une reconnaissance officielle et qu'elle soit traitée, y compris sur le plan administratif, comme un handicap. Et on demande qu'il y ait une grande campagne d'information publique de la population. On demande que la vente des portables soit interdite en dessous de 14 ans. Le 12 janvier 2009, les Robins des Toits ont provoqué une réunion regroupant politiques et scientifiques à l'Assemblée nationale. Le 23 mars, au Sénat, toujours à leur initiative, politiques et scientifiques vont à nouveau se réunir. Je rentre à 18h, donc tu t'inquiètes pas, parce que je sais pas, tu m'avais dit à quelle heure. Ok? C'est mytho là, c'est vrai? Bon, allez, bisous, à tout à l'heure. En termes sanitaires, actuellement, aujourd'hui, l'état d'attaque de la santé publique en France est déjà catastrophique. Et la raison pour laquelle les gens ne le savent pas, ou attribuent les problèmes à d'autres causes, c'est précisément l'étouffement de l'information. Le gouvernement refuse de faire aucune enquête sanitaire de proximité, parce qu'aussitôt qu'on en fait, on voit. C'est vrai que si ce genre de solution devait se généraliser, là, on se demande bien comment on va continuer à avoir des réseaux de téléphonie mobile, mais également du Wi-Fi, de la télévision, de la radio, puisque toutes ces technologies utilisent les ondes hertziennes. Si certains lobbies peuvent interférer sur certaines de ces décisions en leur expliquant qu'il y a des enjeux, eh bien s'il y a un lobby de la téléphonie mobile, aujourd'hui on peut dire qu'il y a véritablement un lobby des riverains, puisque en France des collectifs se créent partout, que les gens, les élus locaux, et c'est eux qui sont le plus à même de le sentir, sont interpellés
systématiquement dès lors qu'un projet d'implantation est connu par les riverains. Donc il va falloir un petit peu prendre conscience de cela, se saisir de ce problème, écouter les gens sur le terrain, et je pense que l'État, alors peut-être contraint par la justice, parce que là les politiques n'ont pas fait grand-chose jusqu'alors, et c'est la justice qui va les contraindre, j'espère, à prendre ce problème au sérieux, et aujourd'hui l'État a toute autorité pour appliquer le principe de précaution. Mais en attendant que les politiques prennent une décision, c'est la justice qui semble faire évoluer la situation. Pourra-t-elle infléchir sur l'immobilisme des opérateurs de téléphonie mobile et du gouvernement? La question reste en suspens. D'ici là, notre préservation passe avant tout par nos choix et nos habitudes de consommation.